Bonjour à vous, c'est Pierre-Étienne Bourget. Bienvenue à cette troisième partie de cette série vidéo intitulée Faire face à l'effondrement avec préparation. Nous avons déjà passé dans les deux vidéos précédentes plusieurs informations que vous pouvez voir à l'écran en gris pâle. Maintenant, on va tourner notre attention vers le point en rouge qui s'intitule mécanisme de l'effondrement. C'est comme, je vous lis ceci, mais vous allez comprendre. C'est comme savoir qu'on est aux portes de l'hiver, peut-être se référer donc à la vidéo 1 par rapport au calendrier de l'effondrement. C'est comme savoir qu'on est aux portes de l'hiver et imaginez ici que vous vivez au Québec où l'hiver est blanc et froid et long. On va dire ça comme ça. Pas juste 2-3 flocons. Nini. Un gros plus mètre de neige durant 4-5 mois. Ça ressemble à ça, en tout cas dans le coin où on vit encore. Imaginez que c'est ça. Vous êtes aux portes de l'hiver. Donc les premières neiges arrivent, mais on ne sait pas vraiment laquelle de ces bordées de neige, de ces tempêtes de neige, va demeurer au sol et va concrètement marquer le début de l'hiver blanc qui durera plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qui se produit? La neige commence à tomber, mais ça fond. Et la neige tombe à nouveau, mais ça fond encore. Donc, au niveau métaphorique, on pourrait dire qu'on est présentement dans cette période, en tant qu'humanité. On est aux portes d'un hiver très long et très froid, au niveau métaphorique, ok? Hiver étant ici considéré comme une période difficile à passer, ou hautement initiatique, okay? Ou comportant des défis majeurs associés à la survie de l'espèce. Okay? C'est une métaphore, mais ça ressemble à ça. Donc, plusieurs personnes infectées par les courants de pensée positive clament alors haut et fort: non, l'hiver n'arrivera jamais. Si vous demeurez positif et laissez vibrer en vous des ressentis de succès, de calme et de paix. Non, ne pensez pas au pire. N'entrez pas dans vos maisons du bois de chauffage et de la nourriture. Non, concentrez-vous sur ce que vous voulez et tout ira bien. La neige n'est que passagère. La neige n'est qu'illusion. Ne sommes-nous pas conçus pour vivre uniquement au printemps, à l'été et à l'automne? Non, ne laissez pas la froideur de l'hiver gagner votre cœur et tout ira pour le mieux. En dessous de ces négations et de cet aveuglement de ce qui se produit, une négation et aveuglement volontaire, en dessous de cela se cache la peur de ce qui va arriver. Et cette peur, elle est elle-même nourrie par certaines affaires. Par l'impression, entre autres, d'être inapte à faire face à ce qui vient. Comme je sais que dans mon état actuel, je suis inapte, par exemple, à faire face à ce qui vient, je vais pas me mettre dans cet état où, j'entrevois que ça va aller mal pour moi. Non, au lieu de développer ce que j'ai besoin de développer pour pouvoir y faire face, je vais préférer, dans la mécanique inconsciente, juste faire de la négation et de l'aveuglement. Tout va bien. C'est parce qu'en dessous de ça, la conscience d'être inapte n'a pas été transformée en la conscience de la nécessité de devenir apte. Et ça, c'est soutenu par la croyance que on peut pas devenir apte. Non! C'est possible de développer ça. Et si on croit que c'est pas possible, ben là, on se dit, tant qu'à avoir peur, puis me faire des problèmes pour rien, je suis mieux de nier ça, puis de croire que par coup de baguette magique et de trucs anormaux, tout va être transmuté. Wouhou! Tout va bien aller. Non. Ça va pas bien aller. Ça va, pour l'humanité actuelle, dans sa direction actuelle, méga mal aller. Et le TGV va frapper le mur de béton à 330 km à l'heure. Flac! Boum! Clic! Oui! Donc, cet aveuglement volontaire et cette négation volontaire, c'est aussi nourri par la paresse en pensée et en action. Je vais devoir me bouger. Je vais devoir faire quelque chose.
ça va peut-être être moins agréable. Je vais peut-être moins jouir d'une existence engourdie et paisible. Je vais devoir me mettre à réfléchir. Je vais devoir me mettre à prendre responsabilité de certaines choses que je délègue aux autres, ce qui est un sujet qu'on va bien parler dans la suite en ce qui nous concerne. Non, je vais devoir accepter de supporter des raisonnements difficiles initialement à supporter. Je vais devoir passer à travers les étapes du deuil. Ah oui, tu sais, je vais vivre un choc, je vais un petit peu nier, je vais tomber un petit peu dépressif, un peu mou, me mettre en colère, jusqu'à ce que je fasse mon deuil de tout ça et puis que j'accepte et que je me mobilise. Ah, c'est difficile, je préférerais pas passer à travers tout ça, c'est plus facile juste de nier. OK? C'est aussi supporté par le désir immodéré de confort. Ben oui, il va avoir moins de confort. Ben oui. Eh oui. Beaucoup moins de confort. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. La grande question, c'est jusqu'à quel point moins de confort. Dans ce que, pour ma part, j'entrevois, c'est comme beaucoup, beaucoup moins de confort. Juste pour être précis. C'est aussi nourri par l'attachement au prestige accordé par les styles de vie artificiels. Oui, mais moi, j'ai tel papier, moi, j'ai tel poste. Voilà, la société roule comme ça, même si tout plein de ces fonctions-là servent à pas grand-chose, outre perpétuer un système qui détruit tout. Je suis un peu accroché à tout ça. Je voudrais garder ça, la reconnaissance que les autres ont de moi, ma position dans ce système décadent à l'effondrement. Je voudrais garder ça, oui. C'est possible de rester dans le TGV jusqu'au mur de béton. Donc, bref, pour résumer, tout ça est supporté, nourri par un refus de s'insérer volontairement en tant qu'humain dans ce qu'on peut appeler le grand ordre de la nature ou le grand ordre de la vie. Accepter de descendre de cette hauteur artificielle qui n'a jamais été une réelle hauteur de maturité et de responsabilité à laquelle on a tendance à s'accrocher. C'est un refus de descendre soi-même de ça. Faire en sorte que si tu as déjà les deux pieds sur terre, le choc que tu peux avoir, c'est d'être précipité au sol. Et c'est moins pire que de tomber du haut d'une très, 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 très haute échelle vacillante, par exemple. Donc, toutes ces impressions de peur qui conduisent à l'aveuglement et à la négation du danger actuel sont naturelles, puisque nous sommes tous conscients d'être dans cette extrême fragilité, dans ce monde d'une extrême fragilité artificielle et interconnectée. On vit dedans. Et maintenant, c'est fabuleux d'interconnexion. Exemple, un pays majeur de l'Union européenne déclarerait faillite, plus capable de payer. Qu'est-ce qui va tomber sur le dos des autres pays? Vont-ils être capables de le gérer s'ils doivent de reprendre la dette de l'un? Ha! Bonne question. Si un autre grand pays de la planète fait ça fonctionne plus, tout le reste du système financier va se mettre à bien aller? Oh, non, non! Tout le monde nage comme ça avec de l'eau aux narines. Tout va bien, tout va bien! Oh, une petite vague. Tout va bien. Ouais. Mais une trop grosse vague, ça respire plus. Donc là, la question, c'est combien de temps est-ce que ça va respirer avec des vagues dans ce coin-ci? Tout le monde peut se la poser. Donc, la résilience de la société actuelle moderne est très mince. Grosso modo, pour faire simple, 3 jours de réserve environ dans les supermarchés. Max! Okay? Et puis, à peu près partout, ce qu'ils ont, c'est ce que tu vois. L'ancien mode où, est-ce qu'en arrière, vous avez d'autres stocks? Non. À peu près partout, là, en arrière, il n'y a pas grand-chose là. Ce qu'ils ont, c'est ce que tu vois, grosso modo. Parce que tout fonctionne avec des chaînes d'approvisionnement très rapides. Comme ça coûte pas trop cher parce qu'on vit sur le pétrole de faire venir, on stocke pas en arrière parce que là, il faut l'immobiliser. Ben non, on le met tout de suite dans les tablettes, puis dès qu'on en manque, on recommande, puis ça fait livrer tout de suite. Ça vire comme ça. Ça roule comme ça, très, très vite. Ce qu'ils ont, c'est ce que tu vois. Donc, c'est comme 3 jours où tout le monde se dit « il va falloir que je fasse une petite réserve. » T'es mieux d'y aller la première de 3 journées. Puis, idéalement, c'est mal dit. Parce que t'es mieux de pas du tout y aller parce qu'elle est déjà faite. Parce que ça sera pas long que c'est pas la place où tu veux te trouver. OK? Donc, la résilience de la société actuelle moderne est très mince et s'allie à la faible résistance d'un corps humain. De facto, un corps humain, c'est fragile. On n'est pas des animaux avec des grosses dents, de la fourrure, des grosses griffes, puis voilà, ou vraiment des animaux qui sont adaptés à juste aller dans la nature et vivre comme ça. Non. On est doué d'une certaine forme d'intelligence, là.
certaines formes. Et c'est là où est notre force, hein, dans le fait de se mettre ensemble, de potentiellement collaborer, de se passer des informations. On a une mobilité fabuleuse, une capacité de transformer notre environnement, c'est fabuleux, capacité de raisonner, de nous observer nous-mêmes, quelque chose qui est vraiment fabuleux. Donc, on a plein de capacités fabuleuses, mais on a des corps fragiles. Okay? Somme toute fragiles. T'sais. On a besoin de demeurer très vigilant comme n'importe quel animal, mais l'humain actuel n'a pas développé la vigilance. Et grosso modo, si ça se met à aller vraiment mal, est-ce que tu peux te permettre de ne pas être vigilant pour 3, 4, 5 secondes si ça va vraiment mal? Non, il faut que tu sois vigilant tout le temps. Les animaux sont vigilants tout le temps, eux. On a quelque chose à apprendre là-dedans. Donc, on est fragile. Manque de vigilance, quelques secondes de vigilance et flac! Ça peut être la fin pour nous. 3 minutes d'air. Si on manque 3 minutes d'air, ça va vraiment plus, là. OK? C'est fini. Grosso modo. OK? Grosso modo. Certes, il y en a qui en apnée peuvent faire plus longtemps que ça. C'est des cas de figure particuliers. OK? Chaleur. S'il fait même pas trop froid, mais juste un peu froid, puis t'es 3 heures exposé à ça, ça va mal là, pour ton corps si t'es pas protégé. Parce que le corps est fragile. Tu bouges et tu fais des activités et tu sues et il fait peut-être un peu chaud et il y a du stress, il y a plein de choses à faire et tu passes 3 jours sans boire. Si t'es pas totalement dysfonctionnel à la fin des 3 journées, tu hallucines, t'es dans un état de folie et tu délires et tu peux être violent, agressif et ça va vraiment, vraiment mal. On parle plus du même être humain. Donc, une société qui manque d'eau, c'est une société qu'on ne reconnaît plus dans son comportement. C'est pas « Bonjour, vous allez bien? Moi aussi, je vais super bien. Dites, est-ce que vous auriez quelques millilitres d'eau de sorte que je pourrais peut-être survivre? Non? Mais pas de problème. Bye bye, à bientôt. » On oublie ça. La politesse et ce genre de comportement, quand l'humain devient en détresse et déshydraté, on parle plus de la même bête. La nourriture, c'est plus long, certes. Mais si vous avez à soutenir quelque chose de quand même sérieux et vous mangez pas pour 3 semaines, ça va très très mal. Là. Votre métabolisme est extraordinairement affaibli. OK? Certes. Sans même parler de ceux qui ont des dépendances graves et qui sont maintenant partout parce que c'est une épidémie les dépendances, dépendance aux médicaments pharmaceutiques, dépendance aux médicaments psychiatriques, dépendance cigarettes, alcool, télévision, jeux vidéo, everything. OK? Fou la quantité de dépendance que les gens ont. Combien de temps ces gens-là vont faire comme couper, plus de drogue, plus de cocaïne, plus d'héroïne, plus de crack, plus de je sais pas quoi, parce que je suis pas trop à la mode là-dedans, on va dire ça comme ça. Plus de cannabis, tiens. Coupe! Tous ces gens-là vont devenir, n'est-ce pas, de merveilleux acteurs d'une société respectueuse et florissante, où l'harmonie, la paix et la joie règnent partout. Mais bien sûr, tout cela va bien aller. Bam! On leur coupe leur petite dépendance. Tous ceux qui sont sur les pilules pour se stabiliser l'humeur et l'état et pas avoir trop d'hallucinations puis pas entendre trop de voix étranges qui leur font peur dans leur tête, OK? On leur coupe leur pilule. Mais ça va être fabuleux. Tout ça va ascensionner dans un jardin fleuri où tout le monde s'épanouit. Mais oui! OK? Médication, affection. Comment de temps vous pouvez faire sans affection ou socialisation ou confort? Vous passez 3 mois sans ça. À bien des égards, vous êtes plus la même bête. Vous êtes plus la même personne. Donc, somme toute, on est fragile et on le sait. Et on a peur d'être exposé à nos fragilités. Je sais qu'on est dépendant de beaucoup. Mais comme ce système s'est monté comme un grand château de cartes, apte à plus ou moins subvenir aux besoins de tout le monde, en dessous de tout ça, on le sait, on le sent dans notre poitrine, on le sent dans nos tripes. Le truc est fragile. Et si les artifices d'un mode de vie sur le pétrole et sur l'énergie nucléaire s'effondrent, on va être face à cette vulnérabilité-là. Et dans plusieurs endroits du monde, il va se trouver à y avoir tout simplement
Des millions d'êtres humains pris dans des jolies villes remplies de béton, hein, qui n'auront plus d'eau et plus de nourriture. Mais n'est-ce pas qu'à ce point-là, tout va se mettre à bien aller? Parce que l'humain, à ce moment-là, va faire sortir simplement le meilleur de lui-même. La politesse qu'il n'avait pas avant, les gentillesses, les doux égards face au prochain. Okay? C'est juste qu'il faut se réveiller un petit peu, là. Ça fait des années que je communique sur le sujet et je me bute constamment au même constat. Cette difficulté que beaucoup de gens ont à penser l'humain tel que l'humain est, parce qu'ils sont tellement imbibés dans le confort. Ils ont tellement évité de se confronter à leur faiblesse humaine. Et allez-y, vous n'avez pas besoin de faire ça longtemps, là. Partez avec pas grand-chose, là. Une petite bouteille d'eau, un peu de linge, un petit couteau, puis voilà quoi. Allez dans la nature 3-4 jours, juste comme ça. Vous allez découvrir des affaires que vous ne connaissiez pas en dedans de vous. Parce que vous allez être confronté à certaines fragilités que vous ne confrontiez pas avant. L'ayant pas fait volontairement, ayant pas de raisonnement adapté à ça, ayant pas de préparation dans le sens de ce que l'humain est, voilà que se retrouveront ensemble des millions d'êtres humains qui découvriront de nouvelles facettes d'eux-mêmes. Alors que tout va bien aller, n'est-ce pas? Wake up! Donc, il est impossible de rembourser, soit dit en passant, si vous ne le saviez pas, les intérêts sur les dettes des pays. OK? Tout le monde qui y pense le sait. Puisque cet argent n'a pas encore été créé. Ça. OK? Parce que ceux qui prêtent au pays, ils l'inventent. Mais ils chargent des intérêts sur ce qu'ils prêtent en l'inventant. Ouh! Mais il est où l'argent pour rembourser l'intérêt sur ce qui vient d'être inventé? On ne l'a pas encore inventé. Oh! Mais ceux qui ont le contrôle de la planche à billets, ben c'est comme eux qui ont le monopole de l'invention de l'argent. Donc, à chaque fois qu'on en a besoin de plus, ben, on est gentil, n'est-ce pas? On collabore, on est des bonnes personnes. On va leur demander de nous en imprimer, de nous en inventer du nouveau avec des nouveaux intérêts sur l'invention. Et puis, si jamais on crée du nouvel argent pour rembourser les dettes antérieures, ben encore, il va falloir payer les intérêts sur le nouvel argent. L'argent, pour cet intérêt, est jamais créé. Et par rapport à ça, c'est la faillite assurée. La seule incertitude, c'est la date à laquelle ça va se produire. Et le plus on attend dans l'interconnexion et dans le fait que tout le monde joue à la chaise musicale, veut pas être le premier à pas avoir sa place sur la petite chaise, tout le monde endure plus. Mais quand ça va craquer, ça va craquer. Donc l'effet risque de se produire en cascade. C'est ce vers quoi on se dirige. Du fait que tout est interrelié. Il y a quelque chose que je vous mets ici à l'écran qui vraiment me fait tourner la tête. Alors, si vous voulez aller sur le site www.economist.com et vous cherchez Global Debt Clock, c'est l'horloge de la dette mondiale. Et ce truc-là, ça donne le goût de vomir. J'hésitais avant de prendre une capture d'écran du truc. Parce qu'on passe quelques instants en avant de l'horloge et on voit les millions qui montent. Toute photo est désuète dans les secondes qui vont suivre à raison de millions de différences. C'est fou! Et ce truc monte. Et plus ça monte vite. Et plus ça monte vite. Et tout le monde s'entend sur le fait que ça se fera jamais rembourser. Sauf qu'à un certain moment donné, il va se passer le fait qu'il y a un pays majeur, peut-être dans un ensemble d'autres pays, qui va dire « Hey, moi, plus capable! » Fait que, organisez-vous avec ça, là. Tous ceux à qui je dois de l'argent, vous n'aurez pas votre argent. Ah ouais? Ça risque de créer certains malaises, on va dire ça comme ça. Et s'il y en a un qui lève la main, il dit, ouais, plus capable, hein? Et l'autre, il dit, ben toi, moi non plus, hein? Moi non plus. Et là, ça fait. C'est à ce moment-là que, quand vous faites le numéro d'urgence, c'est possible qu'il n'y ait personne qui vienne. Donc, c'est possible que vous deveniez la personne ressource de votre vie. Reste à savoir à quelles ressources vous allez avoir accès à ce moment-là. Et c'était ce que Boatwright, le lieutenant-colonel Boatwright, disait régulièrement. Je vous enseigne pour les moments où il n'y aura plus de 911. Et
Et c'est ce vers quoi on se dirige. 911 étant le code d'urgence en Amérique. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il est en Europe. Excusez-moi, je n'y vis pas. OK? Mais on a le code d'urgence. Pip, 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 ou je sais pas quoi. OK? Et ça vient plus là. Donc, lorsqu'un pays devient effondré, plusieurs des représentants des forces de l'ordre veulent eux aussi protéger leur famille. Ils sont plus payés là, à plusieurs égards. Donc, ils vont aller mettre leur vie en danger pour protéger tout le monde en délaissant leurs proches. Non, oubliez ça. La mécanique est souvent pas celle-là. Lorsqu'un pays devient effondré, plusieurs des représentants des forces de l'ordre veulent eux aussi protéger leur famille. Alors, cela dégénère rapidement. Organisez-vous avec vos troubles. Moi, je rentre pas demain. Non, je suis pas là. Je disparais. Désolé, on est malade, on n'est plus là. On est en déplacement. On répond plus. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais cela se produit de plus en plus. OK? Si vous êtes un petit représentant des forces de l'ordre, je ne parle pas nécessairement de vous, mais globalement parlant, dans ce qu'on a pu regarder à plusieurs égards, voilà la dynamique humaine. L'humain est éduqué à penser que sa jouissance est un droit, tel que globalement on s'est fait enseigner. T'as des droits, t'as des droits, t'as des droits, t'as des droits. On est tombé dans la baignoire du droit. C'est comme ça qu'on se fait éduquer à l'école. Mais t'as des droits, mais pense à tes droits, mais fais valoir tes droits. On n'a presque pas d'éducation sur les devoirs. Mais dans le grand ordre de la vie, les devoirs précèdent les droits. Quel animal dans la nature se lève le matin? Moi, je suis un coyote et j'ai le droit de manger quelque chose. Non. Si tu n'accomplis pas tes devoirs de coyote, tu n'auras pas le droit de manger une proie. Mais est où la proie qui se lève le matin en disant « Moi, j'ai le droit d'être sécurisé. » Non. Si tu n'accomplis pas tes devoirs de vigilance continue, tu n'as pas le droit d'être protégé et tu vas te faire manger. Non. Les devoirs précèdent les droits. Mais l'humain éduqué à penser que sa jouissance est un droit devient extrêmement arrogant, violent, et se permet alors souvent des actions qu'il réprimanderait vivement chez autrui en temps normal. Ah, ça, c'est des gens pas bien qui font ça. Ah, ça, comme c'est mal, ça. Ah, ça, c'est horrible. Oh, quelle crapule d'avoir fait ça. OK. On prend la même personne comme ça. On la place une semaine là, en situation horrible là, et c'est plus la même bête. C'est plus la même bête. Ouais. L'humain désespéré, certes, pour lui, mais pas uniquement pour lui. Souvent, c'est pire. Pour ses proches, pour sa famille, pour ses enfants, pour ceux qui l'aiment. Oh. En se disant au sens où je pourrais le supporter pour moi, mais de voir ça, je vais pas tolérer de voir les autres souffrir. Assoiffé, affamé, sevré de force et en souffrance. Cet humain désespéré commet souvent ce qu'on appelle des actions désespérées. Et puisque, soit dit en passant, les bandits sont déjà armés et déjà criminalisés, la dite population gentille et non armée est donc très vulnérable. Très vulnérable. Et ceux qui se sont dit, moi je pense que je vais faire une bonne brebis de société. Une bonne brebis de société. Voilà. Les bons chiens bergers sont là pour me protéger des méchants loups. Voilà, tout va bien aller. Flamp, on enlève les chiens bergers et voilà que se rencontrent brebis et loups. Il y en a qui vont avoir de quoi manger. Okay? On va prendre ça comme de la métaphore, si on veut le dire ainsi. On va prendre ça comme de la métaphore. Okay? Soit dit en passant, okay? MidiLibreFR.fr en 2012 publiait ceci. Donc, on peut lire dans un article du Midi Libre de 2012, on pouvait lire près de 15 000 armes de guerre type Kalachnikov. Tu sais, c'est comme patatatatatatat. Tu sais, ça dégomme, là. Du Kalachnikov, là, il y a personne qui aime ça. L'armée aime pas ça, les policiers aiment pas ça, les forces tactiques aiment pas ça. Nobody likes it. OK? Près de 15 000 armes de guerre de type Kalachnikov circuleraient dans les banlieues françaises. Ben oui, désolé de vous l'apprendre. Contre, en plus, 3 à 7 millions d'armes qui se trouveraient illégalement en France. C'est pas parce que vous les avez jamais vues qu'elles n'existent pas. Okay? Et il y a un bon pourcentage de ces gens-là qui ont une petite idée de ce qu'ils vont faire lorsque ça va se mettre à aller mal. Okay? Lorsque ça fonctionnera plus bien, ils ont une petite idée de ce qu'ils vont faire.
Et plusieurs d'entre eux vont faire ce dans quoi ils se sont déjà spécialisés. L'oppression d'autrui. Et ça va pas être nécessairement mignon. Donc, comme on peut le comprendre aussi, c'est que lorsque l'humain perd ses esclaves énergétiques, donc le pétrole, sa jouissance, son électricité, etc., c'est tous ces travailleurs, entre guillemets, de l'ombre qui sont pour nous, qu'on utilise constamment et sur lesquels on érige notre pseudo-puissance. Lorsqu'on perd ça, eh ben, il y en a dans les sociétés qui se disent, ben, puisque j'ai perdu mes petits esclaves énergétiques et que je suis comme sur le point de sombrer, je vais me trouver d'autres humains pour devenir mes esclaves. Et dans ce sens-là, pour ce genre de méchants loups, les armes à feu sont un outil de prédilection. Donc, ça, c'est en 2012. Vous pensez peut-être qu'il y en a moins maintenant, comme ces méchants loups-là se sont transformés et voilà, ils se sont désarmés d'eux-mêmes. Et OK? Cela fait partie de ce qui est caché ou plus ou moins caché dans nos sociétés et qui va jaillir au grand jour lorsque ça va se mettre à mal aller. Donc, pensée, réflexion. Alors, cela n'est plus du tout paisible en bien des lieux avec pareil contexte d'effondrement. Bien des pays, hop, on leur coupe le pétrole et ça fait flingue, par exemple. OK? La dépendance au pétrole est fabuleuse. Il peut y avoir un peu de stratégie. On peut mettre un pays à terre en lui coupant le pétrole. Par exemple, la France, ça importe 99% de son pétrole. OK? Fait que si, grosso modo, les valves de l'Est font coup, il y a quelque chose qui se met à aller mal. OK? Il y a quelque chose qui se met à aller vraiment mal. Les réserves sont pas grandes. Et c'est juste un exemple parmi bien des exemples où on peut être à une valve d'un effondrement catastrophique qui a des effets en cascade sur plein d'autres pays environnants. Oh yeah, OK? Ceci étant dit, alors, dans pareil contexte d'effondrement, inévitable, mais pour lequel on ne connaît pas la date, cela n'est plus du tout paisible en bien des lieux. OK? Juste pour être clairement clair. Les blessés s'accumulent, les soins d'urgence sont débordés, la situation sanitaire dégénère. Vous pensez que tout ça va comme aller bien, mais ça va sentir vraiment mauvais à plusieurs endroits, là. Disons qu'il va y avoir de la multiplication de mouches. On va dire ça comme ça. Vecteur de certaines maladies. On va pouvoir dire ça comme ça. OK? Et les violences augmentent. Dans la détresse, dans le désespoir, avec les outils, avec les armes, etc., qui causent problème. Pillage, viol, intimidation, esclavage humain, meurtre, etc. You name it. OK? On n'invente rien. Cela se produit déjà. Je suis pas en train de vous dire un truc qui se produit pas. Cela se produit déjà. C'est juste que là, on va changer d'échelle. C'est tout. Mais rien de nouveau. C'est la même musique, mais on va juste comme lever le volume. Et ça va y aller assez fort. Oui. Et les maladies se répandent. C'est pas dans pareil contexte que ça va se mettre à aller moins bien. Si présentement tout va bien, et plusieurs spécialistes disent, on est quand même vraiment sur le point d'avoir une vraie pandémie, pas une pseudo, là. Pas une pseudo à la 2009 où tout le monde essaye de vendre des pseudo-vaccins, là, OK? Une vraie affaire où les gens meurent pour vrai. Okay? Dans pareil contexte, avec stress extrême, système immunitaire comme immunosupprimé, couper la médication chez plein de gens, soins d'urgence, OK? Réduit pour ainsi dire, des blessures, et si ça, des problématiques, malnutrition, pas d'électricité dans bien des endroits, pas d'eau courante, les maladies se répandent, bien sûr. Les gens dégradent alors souvent les infrastructures en tentant de survivre à court terme. Ils vont défaire des matériaux pour essayer de les revendre. Il y a du cuivre là-dedans. Défont des fils qui servaient à véhiculer le courant électrique. Tel contenant, défait ceci, défait cela. Ça s'est vu et c'est normal. Il y a des ressources là-dedans. Je peux les utiliser pour vivre immédiatement. Défait, détruit, okay? Utilise des parties pour survivre en bricolant, faire des installations ou des outils de fortune,
Hein? Expression outil de fortune, hein, ça veut dire on bricole, ok? Parce que c'est pas la grande fortune là, dans pareil contexte. Et ça fait que quand tu essayes de repartir un système, tu te rends compte que, oups, ceux qui ont survécu dedans l'ont dégradé en plus, ils repartent pas. Ah! Okay. Et là, ça fait que ça agonise et ça tire en longueur, pour ainsi dire. Donc, certes, comprenons ça. Il y a de l'entraide dans tout ça. Je dis pas, l'humain est une sale bête féroce uniquement prêt à détruire et oppresser ses semblables. Non, c'est pas ça que je dis. Il y a de l'entraide dans tout ça. Il y en a. Mais c'est pas tous les individus d'une ville, d'un village ou d'une société qui veulent aller dans ce sens-là. Ou qui sont aptes à aller dans ce sens-là lorsqu'ils sont submergés par la détresse. C'est ça que je dis. Et dans ce sens-là, quelques individus peuvent faire beaucoup de ravages. C'est ça que je dis. Et de la détresse, il va en avoir beaucoup plus que l'humain, dans le confort, se plaît à l'imaginer maintenant. Alors qu'il réfléchit dans le confort ce que sera le chaos. Non. OK? Je dis juste, il va y avoir de l'entraide là-dedans. C'est pas tous les individus d'une ville ou d'un village qui veulent aller dans ce sens. Et ceux qui transgressent ne sont pas faciles à raisonner. Alors, ne le sont déjà pas maintenant, alors qu'ils, bien souvent, ils ont à perdre. Si tu te comportes pas bien, tu vas perdre des privilèges, tu vas perdre la liberté, tu vas perdre du confort, tu vas perdre du luxe. Dans un contexte où l'humain a plus rien à perdre. Là, on parle de quelque chose de différent. L'humain est difficile à raisonner quand il se met à aller mal et qu'il a à perdre. L'humain, quand vient le temps de le raisonner, lorsqu'il va très très mal et n'a plus rien à perdre, c'est un être différent. On va dire ça comme ça. Donc, des gangs violents et armés se forment ou s'agrandissent parce qu'ils étaient déjà formés auparavant. Bah ouais, tu sais, les gangs violents maintenant, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire ce dans quoi ils sont professionnels. Ils vont juste le faire probablement encore mieux. Ils vont avoir plus de recrues dans leurs petites organisations. Dans le cadre de l'effondrement majeur à venir, il n'y aura pas de secours international, car toutes les nations s'effondreront dans la cascade des événements. Par rapport à ce dont je parle, c'est certes à mettre dans le contexte d'un État qui s'effondre au milieu de d'autres États qui ne s'effondrent pas. C'est alors très chaotique, très problématique. Mais ça dure moins longtemps parce que certains viennent en renfort et viennent aider et viennent stabiliser et envoient des forces de l'ordre et envoient des vivres et envoient ci et envoient ça. C'est parce que les autres d'à côté ne sont pas effondrés. Cela ne se produit plus dans un contexte d'effondrement global. Ce qui est le contexte qui nous pend au bout du nez. Donc, combien de temps cela durera-t-il? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ça va dépendre de combien de personnes se sont préalablement préparées. Ça va dépendre des réactions humaines effectives parce que le choix ne nous est pas enlevé. Encore faut-il déclarer ce choix. Donc, ça va dépendre de ce que l'on choisit. Mais ça va durer plus qu'un week-end, juste pour être précis. C'est quelque chose qui se mesure en années. En années et ES. S'ajouteront probablement à cette période d'effondrement, hein, c'est à entrevoir puisque l'humain est ainsi depuis des millénaires, des guerres diverses. Hein, comme cela a eu lieu depuis des millénaires. Certains pays, sentant d'autres s'affaiblir avant eux, vont tenter d'en prendre le contrôle. Ben oui. Au sein de tout cela, il y aura des êtres humains désireux d'aider, évidemment. Décidés à conserver un code moral élevé. Et s'étant préparés à traverser cette période houleuse. Et ceux-là vont vivre le tout bien différemment des autres. Ne seront pas nécessairement à l'écart de tout souci, protégés de tout souci. Non, je ne le crois pas. Mais la base sur laquelle cela va se vivre va être tout autre. Donc, le plus ce nombre sera grand, le plus de gens seront sauvés. Logiquement et naturellement. Parce que la résilience d'une société est intimement liée à ceux qui se sont préparés à l'effondrement préalablement. Préalablement. C'est intimement lié à la capacité d'une société à retourner dans un mode de vie ou dans des modes de vie proches de la nature. Il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, pas de problème! Quand ça va se mettre à mal aller,
M'en vais juste m'en aller à la campagne. Savez-vous de quoi ont l'air les campagnes? Vous allez manger quoi à la campagne? Il va se passer quoi quand vous allez arriver à la campagne? Vous allez dire, hey! Moi, je me mangerais bien des belles grosses tomates juteuses, là. Mmh! Ils sont où les belles grosses tomates juteuses? Ils sont où les beaux gros choux? Je me ferais une petite rémoulade, moi. Ce serait bon, ça. Et c'est où, ça? C'est le méga potager de 3 mètres par 3 mètres derrière la petite maisonnette là? Ou le petit jardin de 4 mètres carrés de là-bas? Et c'est où? Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. On n'est plus il y a 100 ans, là. Il n'y a rien à manger. Ben non. Et puis, avant que tu commences à avoir quelque chose à récolter, il y a des mois qui vont s'écouler. Ben, durant ce temps-là, écoute, reviens travaille durant 2-3 mois, puis après ça, ben voilà. Tu goûteras une première belle grosse tomate. Mais non, ça me la prend tout de suite, ma tomate. On oublie ça, là. Non. Les campagnes sont plus qu'elles étaient. Donc, c'est la capacité qu'une société a à se rabattre, mais enfin, ou à se retourner rapidement et à effectuer cette transition, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas une direction qui est prise par des dirigeants actuellement. Donc, les campagnes sont inaptes. La réaction humaine, c'est hey, moi, je quitte la ville, il n'y a rien à faire ici, je vais pas manger du bitume, je vais pas manger du béton, je vais pas manger. Il y a rien, il y a plus d'eau, c'est dégueulasse, ça pue. Ça va pas, là! M'en vais à la campagne. Ben oui, mais tu vas être accueilli comment à la campagne? T'amènes quoi comme méga ressources quand tu vas à la campagne? Qu'est-ce qui fait de toi un meilleur élément? Méga savoir-faire, des super outils, t'apportes avec toi plein de nourriture, plein de ressources, etc. Non. Tu vas être considéré comme un fardeau. Tu vas pas être super bien accueilli. Ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle. Je sais que c'est un choc, ce que je vous dis pour certains d'entre vous. C'est anxiogène. C'est pas malsain que ce soit anxiogène, parce que c'est l'état actuel des choses. Que ça se mette à aller un petit peu vite, puis qu'il y a une petite cascade de prise de conscience, c'est juste bien. Ça va être ça de plus que vous allez pouvoir utiliser. Ça va être ça de plus qui va dégriser, qui va allumer. Il faut que ça allume. Parce que sinon, ça va allumer plus tard, puis il va être ce qu'on appelle trop tard. Donc, plus ce nombre va être grand, donc de gens préparés, de gens vivant proches de la nature, à échelle humaine. Et c'est ça le problème des campagnes. Elles sont à l'échelle diesel, gazoil, essence, gros tracteur à 8 roues. C'est ça les campagnes. Coupe le tracteur. Oups. La moissonneuse batteuse, elle a plus de carburant pour aller dedans. Oups. Qui va récolter la récolte? Qui va même semer la récolte si jamais elle est semée? Oups. C'est pas à grandeur humaine. Et c'est ça vers quoi il faut revenir. Avant d'en avoir de besoin. Parce que quand on en a besoin, il est trop tard. On a vu la fragilité humaine. Grosso modo, là. De bon fonctionnement, il te reste quoi? 48 heures à dernière échéance? Si t'as pas déjà des réserves, ça va mal. Ça va vraiment mal. De fenêtres de lucidité et de bonne énergie, il te reste quoi? Si t'as pas d'eau et de nourriture. Si ça fait psiou. Ça fait psiou. Il y a plein de manières que ça peut faire psiou. Plus de courant. Et des manières que la population se fait pas enseigner. Exemple, parce que je connais les statistiques américaines. 3. Pas trop grosses. Explosion nucléaire en haute atmosphère au-dessus des États-Unis, par exemple. Là où les batteries antimissiles peuvent pas aller, là. Non, non. Boum, boum, boum. 2-3 explosions nucléaires juste en hauteur. Ce que l'humain sait pas, c'est que ça génère une pulsion électromagnétique extrêmement puissante et les systèmes électriques, électroniques disjonctent. 3 explosions, il n'y a plus de courant dans les États-Unis. Donc, un pays, c'est grand. Okay? Un pays plus petit, pays au complet. Donc, on parle menace terroriste. Ah, oh, une bombe sale dans la ville, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Mais une bombe qui est envoyée en hauteur au-dessus, plus de courant. Les gros transformateurs font pff, les petits circuits font pff, probablement que plusieurs des nouvelles automobiles répondent plus. Il y a plein de composants dans les ordinateurs. Fini. Les avions, fini. C'est extrêmement vulnérable. Extrêmement vulnérable. Donc, plus de courant. Oups. Ce qui est un signe, entre autres, si cela est généralisé, plus de radio, plus de télé, plus rien. Wow! Ça peut facilement être une pulsion électromagnétique qui détruit ça. Ce qui peut être généré par le soleil, mais qui a de bonnes chances d'être généré par une explosion nucléaire en haute atmosphère. Boum. Ben oui! T'as le goût de rester à la ville comme ça, quand t'as plus rien, plus de courant, plus d'électricité, plus de pompe municipale, plus rien qui fonctionne? Alors, on va s'en aller à la campagne. Ouais. Donc, grosso modo, il s'agit du naufrage de l'actuelle humanité. Au moment où on se parle, pour utiliser une image, le Titanic est déjà perforé. Il y a des bateaux de sauvetage qui sont descendus à la mer. Le signal de détresse est lancé. Mais beaucoup refusent d'y croire et s'obstinent à continuer à faire la fête. C'est trop cool. On a une espèce de signal, là. C'est quoi cette espèce de signal-là? Ah, c'est un peu désagréable, mais continuons à faire la fête. Ouais, continuons à faire la fête. Il y en a qui arrivent dans la salle qui disent hey, le bateau coule, le bateau coule. Mais non, le bateau coule pas. C'est le rythme, c'est la musique. Ah, ok. Non, je te dis, le bateau coule. Non. Encore un verre, serveur. Ouh, glou, yeah. Okay. Non. Une fois que tu as lancé quelques avertissements, tu dis, là, ils veulent pas sortir de la salle de danse, ils veulent pas arrêter de faire la fête. OK. Et voyant ça, ceux qui sont lucides prennent place calmement dans les premiers bateaux qui sont mis à l'eau et s'éloignent du navire. Et tu dis, bon, OK, s'ils veulent vraiment pas, et puis il y a des bateaux qui veulent aller à l'eau, et que j'ai le potentiel d'y aller, à un moment donné, j'ai fait mon devoir, fait que je pense que je vais m'occuper de moi et des miens. Et la vision est ensuite horrible à contempler. Oui, c'est assez horrible. Mais c'est moins horrible que pour ceux qui la vivent directement. Contempler cela est horrible, le vivre, c'est un autre niveau. Donc, quelle sera l'issue de cet effondrement global? En toute honnêteté, je ne le sais pas. Je le sais pas. Et ça dépend de lui-même, ça dépend des événements qui vont se produire durant ces années de douleur. Mais je sais que si quelqu'un a, par exemple, un examen de fin de cycle extrêmement important et qu'il ne peut pas le reprendre en cas d'échec, tu as cet examen qui va arriver et tu vas, disons, passer au niveau suivant où tu vas couler, eh ben, tu as avantage à te préparer avec une extrême attention. Par exemple, on est précisément dans cette situation. Donc, nous ne contrôlons pas le moment où va débuter l'examen, ni les questions qui vont y être posées, ni les aptitudes exactes qui vont être contrôlées, mais on a avantage à s'y préparer avec toute notre énergie. Parce que si on coule, on coule. On coule pour vrai. Donc, on contrôle notre préparation matérielle, physique, intellectuelle, psychologique et spirituelle. Et c'est ce qu'on a à faire. Peut-être au passage, si jamais c'est votre mission, votre appel, peut-être vous avez à conscientiser autrui, tel que je le fais. Peut-être. Mais cela découle du fait de s'occuper de soi-même. Même moi, si je vous le dis à vous, c'est parce que je m'occupe de ce que ça me dit de faire à l'intérieur de moi. Donc, ce qu'on a à faire, c'est nous-mêmes s'occuper de comment ça vibre, de ce qu'on sent qu'on doit faire, de comment on doit se responsabiliser, etc. Et d'aller chercher les ressources. Sortir de l'impression que j'espère que ça se produira pas parce que si ça se produit, je peux rien faire. Non, on peut y faire quelque chose. Donc, si vous voulez développer votre autonomie et activer votre préparation dès aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.conscience.solution_préparation. Vous allez pouvoir y découvrir les 21 secteurs d'une préparation solide et efficace et vous allez pouvoir apprendre comment mettre ça en pratique dans votre vie, comment adapter ça à votre contexte, à vos ressources, à votre genre, à votre personnalité, à votre énergie, à votre âge, à votre mobilité, à votre condition corporelle, personnelle. Donc, dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour la partie suivante de cette présentation. Bye bye.